et par ricochet influencera les embouteillages. Par ailleurs, le vice-premier ministre a déploré les actes de profanation au mausolée du héros national Lumumba en date du 18 novembre 2024. Il a rassuré que le gouvernement a pris les dispositions quant à la sécurisation et l'entretien du site de ce mausolée. Les enquêtes sont en cours, 6 suspects sont en détention et 2 personnes sont recherchées. La relique est sécurisée. Il a terminé son intervention par la présentation de la situation des sinistres et catastrophes avant de chuter sur la situation aux frontières, tout en rassurant de l'attention du gouvernement sur ces dossiers. Le Conseil a pris acte. Du point 2, alinéa 2, situation sécuritaire. Prenant également la parole, au nom du vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et ancien combattant en mission. Le vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale, a présenté la situation opérationnelle et sécuritaire, particulièrement dans la partie est du pays. Il a fait état d'un calme relatif malgré les attaques récurrentes de l'alliance RDF signalées dans quelques zones et systématiquement déjouées grâce à la résistance farouche des forces armées de la République démocratique du Congo. Entre-temps, les opérations se poursuivent dans le cadre de la traque des miliciens tels que ceux du Codeco en province d'Ituri et les terroristes ADF, MTM en territoire de Lubero au nord Kivu. Le vice-premier ministre a rassuré de la détermination de nos forces armées à restaurer la paix et la sécurité dans toutes les zones de défense. Le Conseil a pris acte de ce rapport. Point 2, alinéa 3. Situation épidémiologique en République démocratique du Congo. Intervenant au nom du ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévoyance sociale, la ministre de la Culture, Arts et Patrimoine a présenté le tableau épidémiologique en République démocratique du Congo. Au sujet du Mpox, une diminution des cas suspects se poursuit, passant de 843 à 478 et une baisse de létalité de 0,36 à 0,21%. Cela s'observe depuis 3 semaines consécutives, avec une amélioration importante du taux de testing global indiquant qu'à la 46e semaine, 21 095 échantillons prélevés et analysés sur 30 654 cas investigués, soit 68,8% contre 65,3% à la 45e semaine. Elle a annoncé la poursuite de la vaccination de 802 personnes contacts au Sud Kivu et de 479 autres dans la zone de santé militaire Kokolo et dans les 2 prisons Makala et Ndolo entre le 7 et le 18 novembre 2024. En ce qui concerne le choléra, la 46e semaine est marquée par une diminution du nombre des nouveaux cas de choléra de 426 à 403 cas suspects, avec une légère hausse du nombre de décès de 3 à 6 décès, soit une létalité de 1,49%. Le Conseil a pris acte de ce rapport. Point 2, alinéa 4. Évolution de la situation récente sur le marché d'échange
ainsi que des biens et services. La gouverneure de la Banque centrale du Congo, intervenant en tant qu'invitée, a informé le Conseil que l'économie congolaise continue de bénéficier des effets de renforcement de la coordination des politiques monétaires et budgétaires. La stabilité macroéconomique observée depuis plusieurs semaines se poursuit. Sur le marché des biens et services, le taux d'inflation hebdomadaire s'est situé à 0,11% contre 0,10% la semaine précédente. L'inflation cumulée est ressortie à 10,73% contre 19,74% à la période correspondante de 2023. Sur le marché de change, la monnaie nationale s'est appréciée de 0,67% à l'indicatif, alors qu'au parallèle, elle s'est dépréciée de 0,50%. En cumul annuel, le franc congolais s'est déprécié de 5,65% et 6,30% à l'indicatif et au parallèle respectivement. Les cours mondiaux des produits intéressant l'économie congolaise, à l'exception du cuivre, ont globalement connu une tendance à la baisse au cours de la semaine sous analyse, excepté celui du cobalt qui a augmenté de 9,25%. La gouverneure de la Banque centrale du Congo a recommandé le maintien du dispositif de la coordination des actions au niveau des politiques budgétaires et monétaires et la poursuite de l'exécution des réformes structurelles utiles à la transformation de notre économie. Le Conseil a pris acte de cette note d'information. Point 2, alinéa 5. Deux notes d'information du secteur des transports. Le vice-premier ministre, ministre des Transports, Voies de communication et désenclavement, a présenté au Conseil deux notes d'information. Première note, préparation des listes des projets à soumettre aux institutions financières chinoises dans le cadre de la coopération sino-congolaise. À ce sujet, le vice-premier ministre, ministre des Transports, Voies de communication et désenclavement, a brossé le rapport de la 4e réunion de la Task Force tenue le 12 novembre 2024 sur la présentation des listes définitives de projets à soumettre à la partie chinoise en vue de leur défense devant les institutions financières chinoises en décembre prochain. Ainsi, pour une approche proactive, il a été recommandé aux ministères sectoriels de soumettre au secrétariat de la Task Force une fiche synthétique de chaque projet, une étude de faisabilité APS ou APD accompagnée d'un résumé exécutif pour chaque projet, ainsi que la désignation d'un point focal projet pour chaque ministère. Le vice-premier ministre, ministre des Transports, Voies de communication et désenclavement, a encouragé les ministères qui n'ont pas encore déposé leur projet à le faire au plus tard le 20 novembre 2024. En rappel, la Chine et notre pays ont identifié 7 axes prioritaires pour leur coopération. Il s'agit de infrastructures, aéroportuaires, portuaires et ferroviaires, agriculture, énergie, ressources hydrauliques, transformation des ressources minières, santé, formation professionnelle et échanges culturels, et enfin recherche scientifique. 2. Production du permis de conduire biométrique sécurisé avec puce. Concernant ce dossier, le vice-premier ministre, ministre des Transports, Voies de communication et désenclavement, a fait le point sur l'évolution des préparatifs techniques et opérationnels
en vue du lancement de la délivrance du permis de conduire biométrique sécurisé avec puce. Il a assuré que le numéro d'identification nationale sera intégré après le lancement par l'ONIP de la production de la carte d'identité et le prestataire mettra à la disposition du ministère de l'Intérieur toute la base de données mutualisée, mais aussi des lecteurs de cartes puces et les torches infrarouges pour le contrôle, tout le processus étant digitalisé. Conformément aux clauses contractuelles, une équipe du ministère des Transports, Voies de communication et Désenclavement sera en mission dans les 4 sites de la ville de Kinshasa et après à Matadi, Goma, Lubumbashi, Bunia, Buta, Mbandaka, Guadolite, Bukavu et Kindu pour procéder à la vérification et réception des bâtiments déjà construits. Le Conseil a pris acte de ces notes d'information. Point 2, alinéa 6. Rapport des descentes effectuées sur les sites ciblés à problème. La ministre d'État, ministre des Affaires foncières, a fait le point au Conseil du rapport de différentes descentes effectuées sur les sites ciblés à problème à travers la ville de Kinshasa. Il s'agit respectivement de Majestic River. Sur cet espace bordant le fleuve Congo, il y a la construction d'une marinade Majestic River et d'autres constructions en cours. Pour gagner de l'espace, les constructeurs procèdent au remblayage du lit du fleuve. Bien que disposant des documents ayant donné lieu à ces travaux, une suspension provisoire des travaux d'extension de la marinade a été ordonnée en attendant une enquête des services de l'urbanisme et un arrêté rapportant l'arrêté de désaffectation de cet espace a été pris par le ministre de l'Urbanisme et Habitat, suivi de l'annulation du certificat d'enregistrement de la société Estagri. B de Ngalema. Ce site a fait l'objet de désaffectation par des arrêtés pris par les ministres de l'urbanisme des gouvernements précédents. Et sur base de ces textes, des parcelles ont été créées et attribuées aux particuliers et certains disposent des titres établis conformément à la loi. Malheureusement, il est constaté d'une part que les constructions sont érigées sur une frontière avec un État voisin et d'autre part, certains occupants ont construit à des distances non réglementaires du cours d'eau et des ouvrages de la Régie des eaux en violation de la loi numéro 73/021 du 22 juillet 1973 portant régime général des biens, régime foncier immobilier et régime de sûreté. La loi du 31 décembre 2015 relative à l'eau et l'arrêté interministériel du 29 octobre 1993 portant application de la réglementation sur les servitudes. En solution intermédiaire, il a été demandé aux conservateurs des titres immobiliers concernés et aux chefs de cadastre de suspendre la délivrance des titres sur des parcelles de terre se trouvant sur cet espace, en attendant qu'une solution définitive soit portée par le gouvernement. Usine de captage et de traitement d'eau de la Régie des eaux de Ngaliema. Des instructions ont été données à l'administration de la circonscription foncière de Ngaliema de s'abstenir de lotir, d'attribuer des titres sur ces espaces. Cercle hippique de Kinshasa. Des travaux de construction d'un grand immeuble se font à l'entrée de ce site et sur l'emprise de la route,
causant de nombreux désagréments et des incommodités pour le voisinage. Bien que le constructeur possède des titres lui permettant de construire sur cet espace, une suspension des travaux a été décrétée en attendant que des investigations plus poussées soient effectuées par les services du ministère de l'Urbanisme et Habitat. Les autres sites ayant fait l'objet du rapport de la ministre d'État, ministre des Affaires foncières, sont la maternité de Kitambo, le terrain en face du stade des Martyrs, le site Sokopao, le terrain de la RVA Sélé, le terrain Badara Sélé, l'ancien cimetière de Kassavubu où le Conseil d'État a été remis dans ses droits, le domaine présidentiel de l'Ansélé, etc. Le ministre d'État, ministre des Affaires foncières, a terminé sa note d'information par les causes qui sont à la base de ces problèmes et a avancé quelques pertinentes recommandations. Elle a été complétée par le ministre de l'Urbanisme. Le Conseil a pris acte de ce rapport et a autorisé la poursuite de la mission dans les différents sites en vue d'y rétablir l'ordre et la légalité républicaine. Point 11, alinéa 7. Plan d'action opérationnel actualisé de la stratégie de la réforme des finances publiques. 3 ans après l'adoption par le gouvernement de la stratégie de la réforme des finances publiques 2022-2028 et la mise en œuvre de son plan opérationnel triennal 2022-2024, la vice-ministre des Finances a présenté au Conseil la version actualisée du dit plan opérationnel couvrant la période 2025-2027. Ce plan priorise, suivant une approche réaliste, les domaines, les mesures et actions de réforme, ainsi que les activités à entreprendre sur le moyen terme. Cette démarche opérationnelle permettra au gouvernement de concentrer ses efforts sur des mesures urgentes ayant un impact direct. Il couvre 7 axes stratégiques, à savoir la réforme budgétaire, le renforcement de la politique fiscale et des capacités des administrations fiscales, la gestion de la dépense publique, la comptabilité publique et gestion de la trésorerie, le contrôle des finances publiques, la gouvernance participative des finances publiques et la numérisation des finances publiques. En ce, non compris la gestion des finances provinciales et locales, laquelle est portée par la stratégie de renforcement de la décentralisation financière. Le plan d'action opérationnel 2025-2027 identifie 4 mesures et actions des réformes prioritaires. Ces mesures ainsi que les prérequis s'y rapportent ont été détaillés dans la matrice présentée aux membres du gouvernement. Après son adoption, a précisé la vice-ministre des Finances, le dit plan constituera le tableau de bord pour le Comité national de pilotage de la stratégie de la réforme des finances publiques et fera l'objet d'un suivi régulier lors des réunions périodiques sous la présidence de la Première ministre. Le Conseil a pris acte de cette note d'information. Point 2, alinéa 8. Rapport de l'incident survenu au mausolée de Patrice Emery Lumumba. La ministre de la Culture, Arts et Patrimoine a informé le Conseil qu'en date du 18 novembre 2024, un acte de vandalisme a été perpétré au mausolée du héros national Patrice Emery Lumumba, situé à l'échangeur de Limete à Kinshasa. Cet incident a déclenché une intervention immédiate des autorités compétentes et une enquête judiciaire a été ouverte.
et a conduit à l'interpellation de 6 agents de sécurité qui sont présentement en détention et 2 autres agents sont en fuite et recherchés activement par les services de sécurité. Au terme de sa descente sur place accompagnée des agents de la police scientifique, pour le constat, le site a été scellé en attendant l'issue des enquêtes judiciaires en cours. La ministre de la Culture, Art et Patrimoine a eu l'occasion d'échanger avec la famille du héros national et leur a garanti que le gouvernement a pris des dispositions pour améliorer la sécurité du site. Le Conseil a pris acte de ce rapport. Point 2, alinéa 9. Célébration de la Journée internationale des personnes vivant avec handicap. La ministre déléguée près le ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale chargé des personnes vivant avec handicap et autres personnes vulnérables a informé le Conseil de la célébration de la Journée internationale des personnes vivant avec handicap le 3 décembre 2024. Compte tenu de la situation en République démocratique du Congo, elle a indiqué que cette journée sera célébrée sous le thème « Révision constitutionnelle et autres réformes institutionnelles, impact et perspectives sur l'inclusion sociale des personnes vivant avec handicap ». Une réflexion nationale sera lancée à cet effet et des propositions seront faites à ce propos le jour de la célébration. Le Conseil a pris acte de cette note d'information. Point 3. Approbation d'un relevé de décision. Les membres du Conseil ont approuvé un relevé des décisions prises lors de la 22e réunion ordinaire du Conseil des ministres du vendredi 15 novembre 2024. Point 4. Examen et adoption de 3 dossiers. Point 4, alinéa 1. Feuille de route d'accélération des objectifs de développement durable, ODD en sigle, et préparatifs du sommet de l'avenir des Nations Unies. Le vice-premier ministre, ministre du Plan et de la coordination de l'aide au développement a soumis au Conseil pour examen et approbation la feuille de route d'accélération des objectifs de développement durable, ODD. Il s'agit d'un document qui recense et agence de manière cohérente, temporelle et intégrée les réformes, interventions et actions à fort effet d'entraînement contenues dans les politiques et stratégies nationales et sectorielles. Cette feuille de route d'accélération des ODD propose d'accélérer les trajectoires de projets à partir de 6 axes. Globalement, les actions découlant des interventions et réformes identifiées se chiffrent au minimum à 77,1 milliards de dollars. Pour les 6 prochaines années, 2025-2030. S'il est vrai que l'État devra s'engager à apporter un financement idoine de la dite feuille, il est clair que des ressources supplémentaires sont requises pour sa réalisation complète. L'objectif est notamment d'éradiquer l'extrême pauvreté et la faim, d'assurer un accès universel aux services sociaux de base, santé, éducation, eau, énergie, et de lutter contre les changements climatiques. Après débat et délibération, ce dossier a été adopté. Point 4, alinéa 2. Participation au forum Mining Indaba et au PDAC 2025. Le ministre des Mines a évoqué la nécessité pour la République démocratique du Congo de participer au forum Mining Indaba, qui se tiendra du 2 au 6 février 2025 à Cape Town, et au Prospector Developer Association of Canada, PDAC, du 2 au 5 mars 2025 à Toronto. Concernant le forum Mining Indaba, il a indiqué que cet événement axé sur la promotion de la croissance économique à long terme et la durabilité constitue
un lieu de rencontre privilégié pour le réseautage, la conclusion d'accords et les discussions sur des sujets tels que les avancées technologiques dans l'exploitation minière. La prochaine édition du Mining Indaba réunira près de 10 000 participants, dont 1200 opérateurs majeurs de l'industrie minière et 1500 investisseurs autour du thème « Préparer l'exploitation minière africaine à l'avenir dès aujourd'hui ». Et la République démocratique du Congo exposera, entre autres, sur l'installation d'une exposition au pays. Quant aux assises du PDAC, le ministre des Mines a précisé qu'en y prenant part, notre pays vise à capitaliser l'audience de cette rencontre pour exploiter les opportunités d'accroître ses capacités de réaliser l'intensification de la recherche géologique préalable au processus crucial de certification des réserves minérales. Considérant sa fertilité géologique et minière, la RDC, pays solution appelée à jouer le rôle central au regard des enjeux stratégiques inhérents à la course pour l'approvisionnement en minéraux critiques d'une part et des défis contemporains en lien avec le changement climatique de l'autre, ne peut manquer à cet événement. Après débat et délibération, le Conseil a adopté ce dossier. Du point 4 à alinéa 3. Évolution des actions de l'État dans la société Ségus SA. Le ministre du portefeuille a soumis au Conseil le dossier relatif à l'évolution des actions de l'État dans la société d'exploitation du guichet unique intégral en République démocratique du Congo, Ségus CA, et à la fin de la concession. Il a fait observer que compte tenu de l'exécution tardive du contrat de concession amorcé en 2016 et les ajustements pris en charge par 2 avenants successifs, il y a lieu de considérer que la fin de la concession n'interviendra qu'en 2026, année au cours de laquelle l'État congolais deviendra actionnaire unique de la Ségus avec 100% des parts et devra décider du mode de gestion, soit en restant actionnaire unique, soit en s'ouvrant à d'autres partenaires privés. L'enjeu est d'éviter que la société Ségus SA ne trouve de prétexte pour retarder la réalisation parfaite de ses engagements selon les termes convenus dans l'avenant numéro 2 d'une part, et d'autre part de permettre au gouvernement de s'assurer de la bonne maîtrise technique et de la gestion de la société après son départ. Pour ce faire, il revient au gouvernement de s'assurer en 2026, par le truchement du ministère du Commerce extérieur, du respect des engagements pris et au ministère du Portefeuille de prendre en charge dès à présent les aspects relatifs au mode de gestion de la société. Après débat et délibération, ce dossier a été adopté. Point 5. Examen et adoption de 4 textes. Point 5 alinéa 1. Projet de loi portant programmation de la mise en œuvre de la réforme de la police nationale congolaise. Prenant la parole au nom du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, décentralisation et affaires coutumières, le vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale, a soumis au Conseil le projet de loi portant programmation de la mise en œuvre de la réforme de la police nationale congolaise pour la période 2025-2029. En effet, ce texte porte sur la programmation des dépenses d'investissement, de prestations et de fonctionnement de la mise en œuvre de la réforme de la police relative au 2e plan d'action quinquennal, actualisé en août 2024, comprenant 3 axes stratégiques orientés sur 10 résultats exprimant les changements attendus de la réforme de la police, à savoir le renforcement du cadre institutionnel, la professionnalisation de la police
et la redevabilité qui inclut le dialogue et le partenariat police-population. Cette réforme s'inscrit dans le plan national stratégique de développement de la République démocratique du Congo, traduisant une vision à très long terme du développement à l'horizon 2050. En effet, le PNSD fixe pour l'action publique 7 orientations stratégiques principales, dont la première inscrit la réforme de la police dans les priorités de l'action gouvernementale en ces termes. Consolidation de la sécurité et de la démocratie pour les institutions fortes et stables et pour une meilleure gouvernance. À cet effet, le pays consolidera ses efforts pour affirmer l'autorité de l'État, renforcer la gouvernance tant politique qu'économique et améliorer l'efficacité des institutions publiques grâce à la mise en place d'une administration publique, d'une armée et d'une police efficace et dévouée. Après débat et délibération, le Conseil a adopté ce projet de loi. Point 5, alinéa 2. Projet du décret modifiant et complétant le décret fixant les statuts d'un établissement public dénommé Foire internationale de Kinshasa. Au nom du ministre du Commerce extérieur en mission, le ministre du Portefeuille a soumis au Conseil le projet du décret modifiant et complétant le décret fixant les statuts d'un établissement public dénommé Foire internationale de Kinshasa. En liminaire, il a rappelé que la FIKIN est un établissement technique qui doit agir sur toute l'étendue du pays. Par conséquent, son appellation devrait pas renvoyer une partie du territoire congolais, alors que chaque province devrait être capable d'organiser des foires provinciales sous tutelle. Or, la dénomination actuelle, à savoir Foire internationale de Kinshasa, tend à réduire et restreindre son champ d'action exclusivement sur Kinshasa. Par ailleurs, la proposition d'une dénomination qui pourrait toucher l'étendue du territoire national serait judicieux tout en gardant la même consonance et une phonétique qui ne dénature pas celle inscrite dans le jargon congolais et qui fait déjà partie du patrimoine social, culturel et historique que représente l'appellation FIKIN dans l'esprit du peuple congolais en général et quinois en particulier. Faisant suite aux résolutions du dernier conseil d'administration de la FIKIN, tel que mentionné sur le procès-verbal numéro 11 de réunion ordinaire du conseil d'administration du 18 juillet 2024, et en se basant sur la suite de l'article susmentionné qui souligne que des agences peuvent être ouvertes en tout lieu à travers le pays sur décision du conseil d'administration, compte tenu également de notre politique d'extension. Le ministère du Commerce extérieur a proposé le changement de l'actuelle raison sociale en Foire internationale du Congo Kinshasa, en sigle FICKIN. Cette nouvelle appellation répond à ces deux critères pour répondre à la problématique posée, à savoir la non-limitation du champ d'action qu'à Kinshasa et la sauvegarde d'une résonance du patrimoine inscrit dans le jargon congolais. Par voie de conséquence, cela implique la modification de tous les textes légaux régissant cet établissement, notamment le décret précité. Après débat et délibération, le Conseil a adopté ce projet de décret. Point 5, alinéa 3. Deux projets de loi relevant du secteur des hydrocarbures. Le ministre des Hydrocarbures a soumis au Conseil deux projets de loi pour examen et approbation.
Premier projet de loi portant autorisation de ratification de l'accord de gouvernance et de gestion de la zone maritime d'intérêt commun, ZIC en sigle, du 13 juillet 2023. Pour la mise en œuvre effective de l'accord de Luanda de 2007 précité, ainsi que la concrétisation du CPP en vue d'un début effectif des travaux dans la ZIC, les gouvernements d'Angola et de la RDC ont signé à Kinshasa le 13 juillet 2023 un accord de gouvernance et de gestion de la ZIC et son avenant à Luanda le 3 octobre 2024, lesquels établissent les principes de gouvernance et de gestion répondant aux intérêts des deux pays, agissant au travers le concessionnaire ANPG et l'État congolais représenté par le ministère des Hydrocarbures. Cependant, la nature transfrontalière de la ZIC suppose la mise en œuvre d'un accord de gouvernance et de gestion de la ZIC. C'est pour cela que les parties ont convenu que la prise d'effet effectif du CPP signé à Luanda le 21 décembre 2023 est conditionnée à la ratification par la République d'Angola et par la République démocratique du Congo après vote de la loi de ratification par les parlements respectifs de l'accord de gouvernance et de gestion de la ZIC. Deuxième projet de loi autorisant la ratification de l'accord de coopération et son avenant portant sur l'exploration des hydrocarbures et l'exploitation des gisements communs entre le gouvernement de la République de l'Ouganda et le Conseil exécutif de la République du Zaïre, signé à Kampala respectivement le 23 juin 1990 et le 25 janvier 2008. À ce sujet, le ministre des Hydrocarbures a d'abord rappelé la crainte de voir l'Ouganda en phase d'exploitation complète de l'huile contenue dans les réserves communes qui se localisent le long de la ligne de frontière ou encore de procéder à la modification intentionnelle de la dite ligne en sa faveur. Ainsi, évoquant les termes des dispositions de l'accord, en son article 4, portant principe du dit accord, il est énoncé que tout gisement commun sera développé et exploité conjointement en tant qu'entité indivisible. En ratifiant cet accord de coopération, notre pays veut encourager et faciliter les activités géophysiques complètes et systématiques, ainsi que d'autres activités d'exploration pétrolière dans la probable ZIC avec l'Ouganda. Partant de la ratification du présent accord, constitue donc un préalable en vue de la mise en œuvre des recommandations formulées, notamment dans l'accord Nguru-Doto, signé en Tanzanie le 8 septembre 2007, portant sur la coopération bilatérale entre la République démocratique du Congo et l'Ouganda. Après débat et délibération, le Conseil a pris acte de ces deux projets de loi. Commencé à 15h20, la réunion du Conseil des ministres a pris fin à 20h10. Je vous remercie.